Bienvenue à cette émission. Merci d'être là. J'espère que vous allez bien durant cette deuxième vague qui continue évidemment d'être parmi nous, mais nous, on se permet au cours des prochaines minutes de vous faire oublier le tout en vous informant, en vous divertissant avec des rencontres sympathiques, mais aussi instructives, notamment Nicolas Ryan de CA Québec. Il est conseiller en communication, viendra nous parler d'une nouvelle campagne publicitaire. On a également nos animaux, nos chiens, nos chats, tout ça. L'entreprise Mondou, qui est un fleuron québécois, mène une nouvelle campagne de financement et les chefs de la direction justement de cette entreprise québécoise, M. Martin Deschênes, sera avec nous au cours des prochaines minutes. Également, Peggy Belland qui vient faire son tour avec son côté très pétillant et justement nous donne des recommandations pour traverser cet automne, cette grisaille qui est parmi nous avec la chronique bien-être, chronique culturelle également, les dernières découvertes de Francis Galland. Nicolas Vincent Poirier va nous parler de cinéma, de séries télé. Caroline aussi Corbeil, une enseignante qui s'est distinguée récemment ici sur le territoire lavallois pour un prix bien précis dont j'ai très hâte de vous présenter. Et également aussi à ne pas manquer Jean-Jacques Lapierre qui rencontre une artiste peintre. Je vous souhaite une très bonne émission. Avec cette nouvelle campagne qui débute, 6e édition pour la compagnie donc Mondou, qui est réputée au Québec depuis plusieurs années pour prendre soin de nos différents animaux, nos meilleurs amis, justement, nos fidèles compagnons, surtout durant cette période de pandémie. Je pense que doublement on se rend compte à quel point nos animaux sont là pour nous faire du bien. Puis donc, cette 6e édition, je vois là, de la campagne Mondou Mondon est au profit de la Fondation Mira. Il est chef de la direction, justement, de cette entreprise québécoise Mondou. Monsieur Martin Deschênes qui est avec nous. Merci d'être là, Monsieur Deschênes. Merci de nous recevoir. Merci d'être là. Et donc, peut-être préciser ce que c'est tout d'abord pour peut-être ceux qui sont des nouveaux initiés à cette campagne, même si on en est à cette 6e édition, ce que c'est la campagne Mondou Mondon. La campagne Mondou Mondon, c'est une campagne où on sollicite en fait les gens du public, donc nos clients chez nous, à donner généreusement, à aider une fondation comme celle de Mira. Une fondation comme Mira reçoit aucune subvention gouvernementale et vit de ces dons-là du public puis des entreprises qui côtoient. Donc on participe fièrement à ça. Et toute la clientèle autour de nous contribue aussi à la cause. Puis c'est ce qui fait en sorte que, justement, comme vous l'avez dit, à travers les 5 dernières années, on a réussi à remettre 1,6 million à Mira. Et ces fonds-là, cet argent qui est amassé, peut être pour quelqu'un qui veut donner, qui veut redonner, qui a déjà donné. Donc, est-ce qu'il y a des réalisations? Est-ce qu'il y a des façons concrètes dont les fonds sont dépensés au soutien des animaux, du bien-être des animaux? En fait, ces dons-là vont pour aider justement la Fondation à vivre puis à faire ses activités standards normales. Donc, ils ont besoin d'argent beaucoup pour former leurs chiens à la Fondation, soutenir les familles d'accueil, payer les entraîneurs, aider les bénéficiaires. C'est quand même une grosse fondation, Mira. Il y a beaucoup de gens qui gravitent autour et donc ces fonds-là servent un peu à tout ça. L'image qu'on donne souvent, c'est que pour former un chien et remettre un chien à un bénéficiaire, ça coûte 30 000 $. Donc, vous imaginez, si on veut vraiment faire une différence au niveau des gens qui ont besoin de ces animaux-là, c'est un chien à la fois et c'est 30 000 $ à la fois. Et d'ailleurs, pour vous, chez Mondou, c'est devenu, je pense, de redonner et de aussi soutenir dans différentes causes les animaux, les propriétaires d'animaux aussi de compagnie. Devenu une mission, si je ne m'abuse, parce que vous avez aussi donc un autre volet. Vous supportez les refuges, hein? C'est bien ça, les refuges d'animaux, c'est bien ça? Exactement. Donc, on fait un Mondou Mondon pour les refuges aussi. Parce qu'au niveau des refuges, il y a d'autres styles de besoins, que ce soit au niveau du micropuçage, l'adoption. Souvent, c'est les populations félines. C'est plus au niveau des chats qui a des besoins au niveau des refuges. Donc, on en fait 2 par année. Une pour Mira
et une pour les refuges. Puis on réussit à redonner à des refuges un peu partout au Québec là, pour les aider dans leurs activités aussi. Donc tout ce qui touche le bien-être animal, nous, ça nous rejoint. Et c'est pour ça qu'on a choisi ces 2 grandes causes-là. Et je me permets de prendre quand même quelques secondes, parce que là, on est en pleine pandémie, évidemment. Et puis, durant la première vague, beaucoup de gens se sont dotés d'un animal de compagnie. Vous desservez beaucoup, hein, que ce soit les chats, les chiens, plusieurs propriétaires de différents animaux de compagnie. Justement, est-ce que vous avez constaté que les gens sont au courant? Est-ce que les gens... Parce que parfois, on ne pense pas nécessairement à ce que ça implique d'avoir un animal de compagnie à la maison. On pense seulement qu'au but premier, c'est-à-dire d'avoir des câlins, d'avoir un soutien psychologique, la fameuse zoothérapie qui est prouvée de multiples façons. Mais par la suite, les soins qu'on doit leur donner avec la nourriture, avec des accessoires, par exemple, pour en prendre soin. Alors, est-ce que vous avez un message quand même à lancer à ceux qui aimeraient peut-être se doter d'un animal de compagnie, avec cette deuxième vague, d'ailleurs, qui débute depuis quelques jours à peine, depuis quelques semaines à peine? Bien, en fait, le message qu'on livre toujours de notre côté, c'est justement, nous, on est là pour le bien-être animal. Donc, c'est évidemment que si on se lance dans un processus d'adoption, on veut que cette adoption se fasse de façon responsable. Il y a des éleveurs qui sont renommés pour ça. Les refuges sont à aider aussi à ce niveau-là. Mais au Québec, ce qu'on fait de bien, c'est que l'animal fait partie de la famille. C'est un membre de la famille. Donc, c'est un peu comme la même chose que de dire que je vais avoir un enfant. Donc, ça vient avec une responsabilité de le nourrir, de l'amuser, d'en prendre soin. Donc, ça vient. Mais la population au Québec est vraiment, vraiment très beaucoup pour le bien-être animal. Donc, ça facilite pas mal les choses. Mais le message, c'est ça. Si vous posez ce geste-là, faites-le de façon responsable. Et puis, allez-y pour le bien-être de cet animal-là que vous entrez dans votre famille. Je me permets cette question-là aussi parce qu'il nous reste pas beaucoup de temps, mais je la pose pour peut-être pour vous d'offrir un service quand même qui est essentiel durant la période de pandémie, justement pour le bien-être des animaux, continuer à ce que nos familles du Québec puissent prendre soin de leur animal. Mondou est une entreprise qui est essentielle. Comment vous vous êtes adapté à cette pandémie? Est-ce que vous avez dû mettre en place des différentes structures, stratégies pour rester toujours avec un bon service auprès de votre clientèle? Nous, on a fait partie des chanceux qui était un service essentiel. Donc, nous, on est resté ouvert. Tous les emplois ont été protégés de notre côté. Et puis, oui, on a vécu la crainte des Québécois, comme ils l'ont vécu dans les épiceries, de se dire, mais peut-être que mon animal n'aura pas tout ce qu'il a besoin. Mais comme on avait une force logistique assez forte, nous, on gère toute notre chaîne logistique. Ça nous a permis de rapprovisionner beaucoup plus rapidement les magasins. Mais on a quand même eu à s'adapter au niveau des ventes en ligne. On vendait en ligne, mais ça l'a complètement explosé, comme dans tous les domaines. Et donc, on a eu à grossir les lignes de préparation pour subvenir à la demande. Mais on a un message vraiment de remerciement, nous, à faire aux Québécois qui nous ont suivis, qui nous ont encouragés, puis qui font qu'aujourd'hui, on est toujours là, puis on va être là dans la deuxième, la troisième. On espère qu'il n'y aura pas des millions de vagues, mais on est convaincus qu'on va être là pour le bien-être animal puis pour les gens au Québec. Fait que si j'ai un chien qui s'appelle Gaston, il est sûr d'avoir son sac de moulée. C'est certain. Okay. Je le garantis. OK, génial. Hey, un grand merci de nous avoir parlé, M. Deschênes. Vous êtes bien sûr chef de la direction de Mondou. Puis merci beaucoup de prendre soin de nos animaux, mais aussi d'être un fleuron québécois. Merci d'être là. Merci d'être au rendez-vous puis de prendre soin de vos animaux. Ça a été un plaisir.
C'est une nouvelle campagne qui est menée par CA Québec, faire de la prévention 2 ans, presque jour pour jour, après que le cannabis a été légalisé au Canada. C'est l'heure un peu des constats, de faire un peu une sorte de bilan, justement, dont la conduite, notamment les jeunes 18-24 ans. Une statistique est assez révélatrice. Un jeune Canadien, soit de la tranche de 18-24 ans sur 5, soit 20 % donc, aurait déjà conduit sous l'influence du cannabis ou été finalement dans un véhicule conduit par une personne qui a été intoxiquée. Et avec cette campagne, justement, CA Québec qui s'appelle « Conduire gelé, c'est pas mieux que conduire pacté ». Et bon, c'est pour faire de la sensibilisation, de la promotion. On en parle tout de suite avec Nicolas Ryan, qui est conseiller en communication et porte-parole de CA Québec. Monsieur Ryan, merci d'être là. Merci. Bonjour. Pour vous, cette campagne, ces chiffres, si on va plus loin un petit peu, derrière le tout, indiquent quoi selon vos analyses? Oui, en fait, c'est un peu alarmant de voir là, que il y a une certaine désensibilisation, si on veut, là, ou peut-être un manque peut-être de sérieux par rapport au cannabis. Donc, les effets du cannabis, en fait, sont moins mis de l'avant, si on veut, que les effets de l'alcool au volant, par exemple. Donc, cette campagne-là, vous avez dit, ça fait 2 ans que le cannabis est légal. Ça fait quasiment 1 an que le cannabis comestible aussi est légal au Canada. Donc, cette campagne-là visait essentiellement à sensibiliser les jeunes qui sont un peu désensibilisés par rapport à ça pour leur dire, écoutez, vous avez le droit de le faire, vous avez le droit d'en consommer, vous avez le droit d'en prendre. Cependant, si vous en prenez, ne conduisez pas, tout simplement. C'est le message qu'on veut lancer aux gens parce que la sécurité routière là, est très importante par rapport à ceux qui vont consommer du cannabis. Et d'ailleurs, est-ce que justement, quand ça devient légal, il y a une banalisation dans le fond? Oui, nous, on parle de banalisation des effets. Si on regarde, par exemple, ce qui a été fait par rapport à l'alcool au volant dans les dernières années, il y a 40 ans, c'était banal de conduire avec une bouteille de bière entière. Même on disait, quand tu te fais arrêter, le policier va te demander une gorgée. Donc, aujourd'hui, ce qu'on dit 2 ans après la légalisation, c'est est-ce qu'il y a la même banalisation qui est effectuée par rapport au cannabis en disant, voyons, je suis un bien meilleur conducteur quand je consomme du cannabis. Il y a 12 % des répondants à notre sondage qui ont dit qu'ils pensaient que le cannabis n'avait soit aucun effet ou même amélioré leur performance de conduite. C'est particulièrement préoccupant quand on sait là, que c'est tout le contraire qui se produit. Là. Les effets du cannabis sont réels et nous, on veut vraiment inciter les gens justement à dire, bon, bien, responsabilisons-nous par rapport à la conduite automobile. Si on a consommé du cannabis, ayons peut-être un conducteur désigné, un peu comme ce qu'on fait avec l'alcool au volant, notamment. Bien, c'est ça. Et d'ailleurs, parce que les occasions aussi de prendre le cannabis, compte tenu que c'est devenu légal, les occasions sont différentes qu'avant. Avant, on se cachait. Et maintenant, on s'affiche presque avec un joint à la main dans la rue, presque, là, tu sais. Bien, exactement. Mais en même temps, au Québec, la légalisation s'est faite de façon un petit peu plus stricte. Donc, on parle c'est les gens de 21 ans et plus qui peuvent acheter du cannabis à la SQDC. Et les produits comestibles, notamment les jujubes, les chocolats et autres, qui peuvent sembler attrayants là, pour les jeunes de moins de 21 ans, sont toujours interdits au Québec. Cependant, nous, à CA Québec, c'est pas nécessairement la façon que les gens vont se le procurer. Nous, ce qu'on dit, c'est on reconnaît que les gens l'utilisent, que les gens en consomment. Alors, on veut poursuivre notre effort de sensibilisation pour mener justement aux gens à comprendre, par exemple, quand on consomme du cannabis. Est-ce qu'il y a une différence entre le cannabis ingéré versus le cannabis qui est inhalé? Absolument. Il y a une différence au niveau de la prise d'effet, il y a une différence au niveau de la longueur des effets. Alors, c'est ce qu'on veut dire aujourd'hui. On veut inciter les gens à se renseigner davantage et à prendre de l'information sur le sujet. Là. Et d'ailleurs, pour un conducteur, par exemple, sous l'effet de la drogue, du cannabis, par exemple, versus de l'alcool, est-ce que les réflexes, les deux, vont être atteints? Est-ce que l'impact va être de la même façon sur sa conduite pour un conducteur moyen, j'entends? Ouais, je vais vous donner un exemple. Nous, on a fait une simulation, en fait, avec des gens qui avaient consommé du cannabis selon différents paramètres sur des simulateurs de conduite. Et la plupart des gens qui ont passé ce test-là, en fait, ont échoué le test, que ce soit pour les nouvelles manœuvres ou des manœuvres un petit peu plus complexes. Les gens ont échoué le test. Ils avaient consommé du cannabis selon différents, peut-être après 1 heure, après 3 heures, après 5 heures. Ce qu'on remarquait, c'est ça, c'était un échec lamentable à ces résultats-là. Donc, quand les jeunes et les moins jeunes banalisent en disant « ça n'a aucun effet sur moi » ou tout ça, c'est faux. Ce que le cannabis fait, c'est que, en fait, on s'enlève les réflexes, ça enlève le jugement, ça enlève la concentration. Et aussi, ça peut jouer notamment sur la compréhension de la distance entre les véhicules ou les obstacles. Alors, quand on prend tout ça mis ensemble, eh bien, c'est normal de dire c'est dangereux, en effet. Alors, est-ce qu'on peut comparer ça à l'alcool? À l'alcool, il y a un taux qui est de 0,08, donc souvent on va dire c'est 2 verres environ, je crois.
Est-ce qu'on peut faire la même chose avec le cannabis? Bien, absolument pas. Avec le cannabis, c'est tolérance zéro, tout simplement, puisque justement, les effets se font sentir là, soit assez rapidement ou même après une certaine période. Avec du cannabis ingéré, là, on parle jusqu'à 12 heures passées la consommation que les effets peuvent se faire sentir. Je veux pas nécessairement qu'on critique le gouvernement, que ce soit canadien ou québécois, mais est-ce que ça vient pas, cette responsabilité-là, aussi ce qu'on parle depuis les dernières minutes, de mener une campagne comme celle-là pour CA Québec, de peut-être plus faire aussi de sensibilisation auprès du gouvernement, de faire encore plus de messages de prévention, d'aller dans les écoles, et peut-être de sévir davantage lorsqu'on prend sur le fait aussi des récalcitrants, des gens des jeunes, entre autres, qui sont sous l'effet de la drogue? Oui, bien en fait, c'est ça, le gouvernement a son rôle. Nous, ce qu'on offre à CA Québec, c'est de travailler main dans la main avec le gouvernement. Donc, souvent, on va produire des campagnes qui vont être collaboratives, notamment avec la SAQ, par exemple. Nous, à la Fondation CA Québec aussi, là, fait des présentations dans les écoles auprès des jeunes adolescents pour justement leur démontrer, voici les effets du cannabis, voici les effets de l'alcool, on a toutes sortes de campagnes du genre, on va souvent travailler main dans la main là, avec les différents paliers gouvernementaux. Il y a une volonté là, de travailler tout le monde ensemble pour sensibiliser, et c'est ce qu'on continue à faire là, avec la mission de notre fondation de notre côté. Cependant, là, c'est ça, on ne va pas critiquer le gouvernement. Ce qu'on va leur dire, c'est on va toujours être là pour les aider à sensibiliser et à amener l'information là, aux personnes qui doivent l'écouter et aux personnes aussi là, qui doivent par la suite l'appliquer dans leur vie de tous les jours. Et j'ai le goût de prendre les quelques minutes qui nous restent, M. Ryan, pour parler des fameux pneus d'hiver. Oui, absolument. Parce que... c'est le temps, en fait. Et même, il est peut-être un peu tard déjà, mais c'est le temps d'au moins... Nous, ce qu'on disait à CA Québec, là, on a ce qu'on appelle la Semaine nationale de la prise de rendez-vous, qui était dans la dernière semaine de septembre. On l'a devancé d'une semaine cette année. Ce qu'on dit aux gens, c'est de s'y prendre le plus tôt possible et de ne pas attendre la cohue. La date limite pour chausser ces pneus d'hiver est le 1er décembre. Elle était du 15 décembre avant. Donc, c'est un 15 jours de moins là, que tous les Québécois ont. Alors, il faut s'y prendre très rapidement. Période de pandémie, en plus, les règles que les garagistes doivent respecter. Donc, on fait moins de pneus, on fait moins de voitures par jour. Alors, ça complique la chose aussi pour les garagistes aussi, là. Absolument. Donc, par exemple, un garage qui peut prendre 500 rendez-vous en une journée peut peut-être en prendre que 400 avec les différentes règles de la santé publique. Une autre chose à laquelle il faut penser cette année, qui est une année très particulière, en fait, il y a deux éléments. La première, les snowbirds. Les snowbirds ne peuvent pas traverser la frontière en ce moment. Là, on en a jusqu'au 21 novembre présentement, au minimum. Donc, ces gens-là qui habituellement quittent le pays avant justement que la date limite arrive. Donc, ils vont avoir besoin de pneus d'hiver s'ils veulent conduire au Québec, non seulement pour leur véhicule personnel, mais si, par exemple, ils voulaient quitter, si les frontières ouvraient le 21 novembre, et ils voulaient quitter vers les États-Unis et qu'il y a eu de la neige, leur VR aussi doit être chaussé de pneus d'hiver. Ça peut être extrêmement dangereux, là, des pneus qui glissent avec des véhicules de près de 3 tonnes, souvent, là, ça peut être très dangereux. Et l'autre élément, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ont roulé tout l'été sur leurs pneus d'hiver, qu'ils n'ont pas changé au printemps dernier, qu'il y a une usure prématurée, alors ils vont se retrouver à l'orée de la nouvelle saison d'hiver avec des pneus qui n'ont plus la profondeur nécessaire là, pour accrocher dans la neige et qui vont devoir se procurer de nouveaux pneus. Puis quand on sait que notre sécurité est remise entre 4 morceaux de caoutchouc, Absolument. C'est très peu. Alors, évidemment, je pense qu'il ne faut pas lésiner sur la sécurité. Et c'est un message que vous nous rappelez en tout temps, d'ailleurs, avec cette nouvelle campagne, je réitère, qui a fait aussi sujet de conversation un petit peu plus tôt. Conduire gelé, c'est pas mieux que conduire pacté. Donc, pour faire la prévention sur les capacités qui peuvent être affaiblies avec la consommation de cannabis. Monsieur Nicolas Ryan, conseiller en communication et porte-parole CA Québec, merci beaucoup de nous avoir parlé. Merci, bonne journée. Et là, ce look automnal qui me font craquer pour les filles. Moi, dans la vie, là, je roucoule à voir une femme aussi jolie, magnifique, habillée aux couleurs de l'automne. Il te manque juste, ma chère Peggy Belland, merci d'être là d'ailleurs. Hey, ça me fait vraiment Il te plaisir. manque juste d'avoir été avant la chronique quelques minutes dehors, d'avoir les joues rouges, de rentrer avec un maquillage naturel. Un petit panier de pommes. Un petit panier de pommes ou de citrouilles. Ou de citrouilles. Oui. Thématique à quelques jours d'Halloween d'ailleurs. Puis on est content, on va pouvoir célébrer Halloween. Oui, effectivement, c'est des bonnes nouvelles. Puis la chronique porte sur ça aujourd'hui. Donc, tu as exactement vu ce que je voulais recréer, le look d'automne.
classique. Oui. Donc, parce que ça a un lien avec ce que je viens de parler aujourd'hui. Hey, mais on va-tu se le dire? On va-tu régler quelque chose aussi, là? OK? Parce que là, j'ai aucunement l'air d'avoir le look d'automne, c'est toi qui l'as. Mais je tripe sur la mode d'automne. Je sais que c'est pas une chronique de mode qu'on va faire, mais peut-on se dire que la mode automnale, c'est la plus belle dans toute l'année? Oui, puis il y a quelque chose de cocooning, il y a quelque chose de réconfortant, de chaleureux, d'enveloppant. Oui. On va dire ça, je suis vraiment d'accord avec toi. Exactement. Bon, voilà, c'est fait, la chronique. Tu es d'ailleurs ma référence en termes de mode. Je vais maintenant me tourner vers toi pour mes nouveaux looks télé. Ça fait un grand plaisir. Voilà, tu nous avais dans la ferme Forget, c'est ici à Laval. Oui. Écoute, c'est une découverte. C'est une amie à moi, en fait, qui m'a parlé de la ferme Forget. Sandra, donc c'est ma collaboratrice spéciale pour la chronique aujourd'hui. Mais en fouillant un peu, là, c'est vraiment un joyau de Laval. Ça fait 9 générations. OK, 9. Que l'entreprise existe. Et leur, leur créneau, c'est que naturellement, c'est cultivé comme dans le temps. Eux, ils veulent vraiment cultiver comme à l'époque. Et écoute, leur grand projet actuellement, c'est vraiment de permettre aux gens accessible à cueillette. Donc, tu parlais de cueillir des pommes, cueillir des citrouilles. C'est exactement le genre d'endroit où on doit aller. Puis, je tenais à préciser que pendant la crise de la COVID-19, ils ont su s'adapter. Je suis tombée en bas de ma chaise. En fait, eux, ils ont pris les dispositions nécessaires là, pour assurer la sécurité. C'est incroyable. Ils ont ouvert deux nouvelles serres. En fait, des serres de tomates, poivrons, aubergines et concombres. Et ils ont réussi à devancer de 1 mois la cueillette parce qu'il y avait trop une forte demande. Et ils ont su s'adapter. Puis en plus, là, je sais que la saison achève. Là. C'est jusqu'à la fin octobre qu'on peut aller à la ferme Forget. Fait que dépêchez-vous. Là. Oui, parce qu'au moment de se parler... là, il va rester quelques jours là, quand la chronique va être diffusée. Mais... il y a une boutique en ligne. Donc, on peut même aller choisir ses légumes et ses fruits en ligne. Génial. Et aller les chercher par la suite. C'est ça. Fait que la ferme vient presque à nous. Là. C'est quasiment le cas. Oui, vraiment. Puis, c'est assez innovant parce qu'en tout cas, je sais qu'on peut commander en épicerie, là, mais qu'est-ce qui est vraiment de produits frais, on va en ligne et tous les produits. Est-ce qu'on nous donne seulement que la matière première, dans le sens que la citrouille ou le légume, ou on fait aussi, par exemple, des confitures, des soupes? Est-ce qu'il y a des produits de la ferme Forget qu'on peut aussi s'acheter? J'en viens là. Il y a vraiment un paquet de services, fait. Là. Il y a des produits maison, tartes, confitures, tous les produits dérivés, on peut les acheter. Mais c'est tellement bon. Moi, ça me rappelle le goût de ma grand-mère quand elle cuisinait. Là. Carrément. Il avait eux autres. Ah oui, quand tu parlais de réconfort, de sorte de côté enveloppant, là. C'est vraiment, ça explose dans la bouche. Puis on est d'ailleurs dans ce moment-là où les produits sont frais, comme tu dis, sont de saison, puis ça goûte vraiment. Puis on sait le retour à la terre qu'on a eu récemment, là, avec le désir de tout le monde d'avoir un mini potager ou autre. Fait que juste de si on n'est pas super là, bon comme moi, là, je suis pas une super jardinière non plus, bien, on peut encourager effectivement là, la ferme Forget et leurs produits, puis les acheter. Puis dans leur service, en fait, il y a plusieurs choses qu'ils offrent sur place. Entre autres, il y a un labyrinthe de maïs justement. géant. Ouais. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on paye une entrée là, pour un adulte, c'est 7,50. Un enfant, 3,50. 2 ans et moins, c'est gratuit. Mais on peut le faire le nombre de fois qu'on veut, puis on peut rester vraiment sur le site. Ça, c'est ce que Sandra m'a dit. Et Sandra, ils ont 5 enfants. OK, quand même. Puis ça a 5 amusé les enfants, ça les a brûlés? Oui, ça les a brûlés. Eux, ils ont vraiment profité beaucoup de l'autocueillette. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont été cueillir, eux autres, c'est des tomates, des petits fruits. Il y en avait encore au moment où ils sont allés. Ça fait des photos cute. Oui, j'en ai d'ailleurs. Oui, ouais. ils sont allés cueillir ça. Puis il y a des tables à pique-nique. Pendant le COVID, ils ne sont pas disponibles, mais ça va finir, le COVID. Là. Oui. Donc, on peut aller pique-niquer en famille. En plus, sur place, il y a un petit coin photo, il y a des balades en tracteur, puis il y a des produits maison. Mais je trouve ça magnifique, ce que Sandra me disait. Puis je sais qu'il y a quand même des gens qui ont des enfants, pas beaucoup d'argent. Donc, c'est peut-être un endroit qu'on peut aller sans se ruiner, en famille. Et on peut poursuivre l'activité à la maison. Ce que Sandra a fait, ça, je trouve ça complètement génial, c'est qu'avec les tomates, eux, ils ont cuisiné à la maison, puis ils ont fait de la salsa maison avec des bruschettas. OK, puis tu peux peut-être même décorer la citrouille. Tu peux... oui, c'est ça. Fait que t'en as pour la soirée aussi, s'ils sont pas capables de dormir, les enfants. Ben go, on fait de la bruschetta. Bref, puis je vous invite à aller voir, en fait, fermeforget.ca. Ouais. Donc, c'est leur site Internet. On a encore un peu de temps. Oui. Puis tu avais un second sujet, puis celui-là, tu parlais de bien dormir, tu parlais de... Tu sais, là, fait que, mettons... Accueillir l'automne en pleine santé. Ouais. Bon, je vais avouer que
tu sais, personnellement, je suis certaine qu'il y a d'autres gens qui se sentent comme ça. Là, l'automne, là, il y a vraiment une grosse baisse d'énergie. Premièrement, toi, es-tu impacté, même si ça se dit pas, c'est un anglicisme, désolé, est-ce que plutôt tu as des effets négatifs de ce changement de saison? Oui, vraiment. Moi, ça m'atteint. Sincèrement, soit je fais de l'insomnie, je suis pas capable de dormir, ou je me sens fatiguée, j'ai pas assez dormi. Il y a une certaine faiblesse. Moi, ça m'atteint le manque de luminosité. Puis d'ailleurs, en faisant la chronique, il y a quelques trucs que j'ai déjà commencé à appliquer. Puis tu t'es reconnue dans des effets. Puis, vraiment. Puis est-ce que tu vois déjà des changements? Oui, j'en ai eu un hier. En fait, dans les trucs que je vais vous donner, dans le fond, pour vraiment accueillir l'automne puis booster votre énergie, c'est d'aller bouger dehors. Okay. En fait, aller marcher. J'ai eu la chance avec mon copain. On est allé aux chutes de Rawdon. J'avais jamais été là. Magnifique. Et écoute, on a marché dans les sentiers, puis c'est des sentiers de 2 km. De 0.2, excusez, pas 2. 0.2, 2 km. Hey, ton défi de ne pas marcher 2 bien. km. Vous voyez comment je suis bonne en géolocalisation. 2 km. Mais c'était vraiment génial parce qu'on ne peut pas se perdre. Puis moi, j'étais un peu lunatique. Okay. Fait que je dirais que pour les gens, c'est simple, on peut marcher. Puis. Là, si tu te perds, si tu te rappelles pas de 0.2 km, j'imagine que tu t'es perdu. Mais non. C'est un méchant temps. Non, 2 km. OK, 2 km. Donc, ce qu'on dit, c'est vraiment de bouger, de prendre de l'air, de sortir au moins 30 minutes. Ouais. Donc, nous, ça a été un bon 2 heures. Puis pour vrai, je l'ai ressenti en arrivant à la maison. Ça t'a pas pris 2 heures à faire 2 km? Non, okay. On a fait plusieurs sentiers de 2 km. OK, oui, quand même. Parfait. Pas, mais non, Permets-moi juste de te demander. Il dit de surveiller son alimentation, plus de légumes, plus de fruits, effectivement, mais de valoriser beaucoup l'ail, les oignons et les champignons. Je vais t'avouer que pour qu'est-ce qui est de l'ail et des oignons, ouais. c'est pas vraiment mon fort. Moi non plus, c'est ça. Mais les champignons, à suivre. Mais ils disent que ça stimule le système immunitaire. Okay. Donc, c'est une bonne chose. D'aller au lit plus tôt aussi pour empêcher les sautes d'humeur et les troubles de concentration. Ça, c'est effectivement, vrai. moi, les sautes d'humeur, ça m'arrive en saison automnale. Les deux, on est TDA. Fait que je pense que déjà là aussi, à la base... Donc, aller au lit plus tôt, puis dormir un peu plus, c'est vrai. S'hydrater. S'hydrater, et oui, exactement. Boire de l'eau, s'hydrater. Surtout aussi avoir des crèmes puis du baume à lèvres pour s'hydrater les lèvres, là, les crèmes à main et tout ça. Ouais. Boire beaucoup d'eau. Donc, bref, si on fait ces 4 choses-là, on devrait être bien traversé l'automne. En tout cas, moi, j'ai commencé... Puis tu vois déjà les effets positifs. Oui, vraiment. Hey, Peggy Belland, merci beaucoup. Hey, ça m'a fait plaisir. J'ai déjà hâte à la prochaine chronique. Moi aussi, j'attends ça. De pied ferme. Merci à toi. Ça fait plaisir. Francis Galland qui est avec nous autres pour nous parler de découvertes culturelles. Et c'est le fun parce que non seulement on a cette passion commune pour la culture, on est des amis dans la vie, puis en plus de ça, on a les mêmes amis du domaine culturel. Salut Francis. Salut, on se partage les mêmes amis, tout à fait. Effectivement, on se partage rien d'autre, juste les mêmes amis. C'est merveilleux. Donc, c'est déjà au courant de ma chronique. C'est ça qui est le fun. Tu vas pouvoir la faire avec moi. Je peux même la faire à ta place. Oui, je suis content que tu sois là. C'est correct. Je t'écoute. Non, mais tout à fait. Mais pour vrai, premier sujet que tu nous amènes, Dominique Hudson. Quand je parle d'un ami commun qu'on a, tellement un gars sympathique, attachant, un gars vrai, absolument. Gentil, un vrai fin. Comme on pourrait dire dans le jargon. Et il est auteur, chose que je ne savais point jusqu'à temps qu'on voit ce livre-là. En fait, lui non plus, je ne savais pas. C'était même une révélation pour lui. Il a tellement travaillé sur ce roman-là. Ça fait 1 an que même au début du projet, Dom m'en parlait. Puis il disait, là, je pars un roman. Et en fait, ça devait être une comédie musicale à la base, OK? Et là, finalement, sa gérante, Marjo Bastien, lui a dit, écoute, Dominique, il faudrait le faire plus par écrit. On va commencer avec un roman, donc, et pour vraiment faire un peu le script, finalement, de ce que sera la comédie musicale. Donc, ça s'appelle Casa della Danza. Mais c'est cohérent avec ce qu'il a fait musicalement ces dernières années avec son projet Danza. Donc, puis on le sait qu'il est allé souvent à Cuba. Fait que j'ai l'impression qu'il a goûté à tous les parfums cubains, sans doute aussi. J'ai l'impression. Et parle-moi, et j'ai l'impression aussi, moi aussi. Et parle-moi justement de ce livre-là, de ce résumé, l'histoire, parce que ça implique quand même un côté un peu polar. Hein? C'est mystérieux, cette histoire-là. Assez polar. Puis en fait, le Casa della Danza, c'est dans l'univers cubain de 1958, dans la Havane. On se souvient par les archives que ce Cuba-là n'était pas très, très riche non plus, comme aujourd'hui, mais encore moins à l'époque. Il y avait beaucoup de gens qui n'avaient même pas accès à la viande économiquement, aussi même à être scolarisés au niveau des enfants. Alors, on est dans ce Cuba-là où Francis
pas moi, là, Non. Francis, le personnage principal, s'en va, il est à Cuba et s'en va dans la casa, en fait, de la danza, de la danse, où il va tomber, en fait, tranquillement en amour avec une danseuse, Maria. Oui. Maria, mais qui a une maladie dégénérative de l'œil, donc elle a un problème de vision oculaire, elle doit se faire opérer aussi. Mais je ne veux pas trop en dire parce qu'en fait, être dans l'univers du roman de Dominique, c'est beaucoup imagé. On est imprégné des images, des chansons. Est-ce qu'on sent dans la poésie, dans l'écriture, est-ce qu'on sent cette musicalité-là? Absolument. On reconnaît même... Pour les fans de Dominique, vont reconnaître les chansons, même peut-être ceux qui l'entendent à la radio, les danza, justement, Alicia. On va reconnaître les chansons. D'ailleurs, il y a certains noms dans le roman qui portent le nom de ces chansons. De ces types de chansons. De ces types de chansons. De paroles, oui. C'est vraiment le fun parce que là, on découvre... En fait, plus que l'univers du roman, mais aussi l'univers des chansons de Dominique aussi, donc à travers ce roman. Puis est-ce qu'on peut s'imprégner de... Tu sais, quand je parlais de parfum, c'est le rhum, oui, le rhum. Les cigares. En fait, Francis, le personnage principal, ressemble beaucoup étrangement à notre ami Dominique Hudson. C'est ce que je lui ai dit d'ailleurs en entrevue à la radio, c'est ça. Donc, il aime le Cuba, le Cuba, j'allais dire. Excusez. Lapsus à la télé. Le lapsus. Dans le très, très grand lapsus. Peut-être ici. Selon. En tout cas, il peut aimer ça, mais il aime le rhum, il aime les... Tu sais qu'il a animé la disco mobile, peut-être? Oui, peut-être. Alors voilà, il aime beaucoup de choses qui, en fait, sont en commun avec notre ami Dominique Hudson. Et je rougis tellement que j'ai fait un lapsus épouvantable. C'est pas grave. Voilà. Vous allez comprendre, mais ça va peut-être vous inciter à lire aussi. Oui, aussi, mais aussi, est-ce que, connaissant beaucoup aussi, donc Dominique Hudson, je sais que pour son travail, c'est toujours fait avec rigueur. Oui. Et est-ce qu'on en va même aussi à parler, tu parlais tantôt de ces années 50 où c'était pauvre, où le peuple cubain n'était pas libéré, parce que c'est un petit peu avant que Fidel Castro arrive avec... la libération et tout ça, qui est arrivé avec même Che Guevara qui était impliqué dans cette libération pour les Cubains. Donc, est-ce que on a un peu de référence à ce Cuba-là, en devenir, à ce besoin de liberté, d'émancipation du peuple cubain? Mais en fait, tu le dis très, très bien. C'est très bien décrit, très bien. On voit les images, elles sont très claires. Ce que je peux dire, en fait, la qualité de ce roman, c'est que c'est très, très imagé. Donc, on peut vraiment s'imprégner de tout ça. Et c'est bien fait. C'est sûr, je ne veux pas trop en dire pour dévoiler le punch ni l'intrigue. C'est sûr qu'il y a une intrigue dans l'histoire. Il y a un punch à la fin, un dénouement qu'on ne s'attend pas non plus dans le livre. C'est pas juste une histoire d'amour traditionnelle. Et surveiller Dominique Hudson qui travaille avec Matt Laurent, dans un autre auteur. Oui, puis une nouvelle chanson de Noël qui va paraître très bientôt. Il est en train de travailler là-dessus, c'est ce qu'il me confiait tout récemment. Et là, je t'amène sur ton second sujet parce que je veux qu'on prenne le temps d'en parler parce que c'est un gars formidable. On l'aime. Simon Morin qui a fait, Star Academy, La Voix, The Voice. Il a même fait le Rock and Roll Band, quelque chose comme ça, si ma mémoire est bonne, à Musique Plus à l'époque. Donc, un gars qui s'est cherché artistiquement un bon bout de temps, mais là, qui s'est trouvé autant musicalement que le jeu d'acteur. Ben oui, c'est la grande surprise de Simon Morin qui a lancé l'an dernier Ébène, son album. Et là, Simon, juste faire une aparté, vient de lancer un deuxième extrait, Les pieds dans le vide, et un vidéo, qui est réalisé aussi par un ami à lui, que je nommerai un peu plus tard. Mais là, on va se pencher sur Simon Morin, l'acteur. Ça, c'était la surprise, la grande surprise. Simon va incarner une pop star Invo. Donc, prochainement, qu'on verra sur Illico, dans la série Le Chaos. Et pour mettre un peu en histoire, dans le fond, la pop star Invo va faire un dernier concert à Montréal, donc qui est suivi d'une grande tournée mondiale qui arrête à Montréal, et il y a un malaise sur scène. Puis va s'en suivre tous les personnages qui sont présents, une série de chaos, en fait. Et donc, un domaine qu'il connaît bien, qui pourra très bien incarner. Puis, tu sais, en plus, quand tu vois José Lito Michaud qui a dépisté le talent de Simon Morin, c'est un gage aussi, je trouve, de qualité à cette série-là, en devenir. Là. Bien, absolument, parce qu'en fait, Simon a dû passer quand même une audition aussi. Donc, ça fait longtemps que José Lito voit beaucoup de talent en Simon et le conseil, mais là, il a vraiment été comme dans l'audition, puis
puis il a dit, OK, tu as tous les qualificatifs nécessaires pour jouer le rôle. Et il faut dire que René Angélis, ce qui est drôle, lors de son audition à Star Academy, avait qualifié Simon Morin de rockstar, tu sais. Quand même. Et là, joue plusieurs années plus Une autre tard, rockstar. un autre genre de pop star, mais quand même. Ouais. Donc, il avait quand même vu en Simon un potentiel. Et ça, cette série-là, en terminant, on peut voir ça quand, crois-tu, là, le tournage et peut-être le... Ben là, je ne veux pas m'avancer encore sur la date au niveau de Illico. C'est prochainement. Ils sont en tournage OK. en ce moment. Donc, Simon est en coaching aussi. Me confie, tu connais le côté perfectionniste de Simon. Donc, il se fait coacher en ce moment. Il prend très, très au sérieux cette série. Et Simon, en même temps, je te parlais de son nouveau clip extrait, Les pieds dans le vide, et en fait réalisé par Youssef Naït, qui avait fait aussi Noir, son précédent vidéoclip. Ouais. Mais là, Simon travaille aussi en arrière de la caméra en aidant justement à la réalisation. Youssef. Il adore ça. Donc, c'est un côté qui découvre aussi la réalisation. On pourra aller écouter ça sur la toile. Tous les liens sont mis actuellement. Merci, Francis. Hey, merci à toi. Et merci pour ce lapsus. Ben oui, très beau. Et je t'en souhaite du bon tout autant. Moi aussi. C'est une enseignante qui est vraiment dévouée auprès de ses élèves. Quand on parle de vocation, je pense que plus que jamais, ce mot peut s'appliquer au domaine de l'éducation. Et justement, elle est la grande lauréate régionale dans la catégorie personnel engagé pour Force Avenir. Et je prends quelques secondes supplémentaires avant de vous la présenter, juste pour vous spécifier ce que c'est Force Avenir. Finalement, par ce programme, on veut mettre en lumière l'excellence de la jeunesse québécoise, la grande qualité des personnes qui les guides. Ce sont des enseignants, ce sont du personnel aussi qui de tout horizon dans nos différentes institutions scolaires ici au Québec. Et justement, sur le territoire lavallois, on a de ces gens de cœur et il en fait partie qui ont à cœur également le cheminement académique de nos jeunes. Elle est du côté donc de l'École Horizon Jeunesse, une des cofondatrices des espaces MC2. C'est Mme Caroline Corbeil qui est avec nous. Merci d'être là. Bonjour, merci de l'invitation. Ça fait un grand plaisir. Premièrement, qu'est-ce que c'est, donc, être cofondatrice des espaces MC2? Qu'est-ce que c'est l'espace MC2? En fait, l'espace MC2, c'est en fait, on veut devenir un OBNL. On est dans les écoles. Présentement, on est dans 2 points de service. Un à l'École Horizon Jeunesse, un à la commission scolaire, dans le fond, le centre de service. Et puis, notre but, dans le fond, c'est de mettre en lumière des élèves qui ont des grandes difficultés langagières, mais qui sont d'excellents citoyens, d'excellents travailleurs, et de les amener, de briser leur isolement social et de créer un point de service pour eux, pour qu'ils aient accès au marché du travail. Parce que nous, on est dans un parcours de formation axé sur l'emploi. Donc, on doit trouver des milieux de stage pour ces jeunes-là. Et vous connaissez un petit peu présentement la situation. C'est un petit peu plus difficile. On vous perd nous, présentement. Notre but, c'est pas embaucher nos jeunes. OK. Pardon, je m'excuse. Est-ce que ça va mieux? On a perdu un petit peu les dernières secondes, mais je pense qu'on a compris l'essentiel du message et justement aussi de la raison d'être de votre mission, parce que je pense que ça en est une mission, ce que vous faites d'ailleurs. Oui, c'est une mission, tout à fait. Et parlez-moi justement... C'est vraiment une mission sociale. Oui. Puis parlez-moi justement des impacts positifs que ça peut avoir pour les jeunes qui passent par ce programme MC2. J'imagine qu'ils prennent confiance en eux. Ça leur donne justement une sorte de... Oui, hein? Bien, en fait, ce sont des jeunes qui ont vécu beaucoup d'échecs scolaires, beaucoup d'échecs sociaux. Ce sont des jeunes qui ont eu de la difficulté à s'intégrer. Donc, en travaillant aux espaces MC2, ils prennent part entière de la vie scolaire et en font partie, bien sûr. Et puis, ça leur donne confiance, ça donne un beau tremplin pour la vie future. Et puis, ça brise l'isolement social. Ça les amène aussi à se sentir compétents. Puis oui, effectivement, l'estime de soi est juste extraordinaire après. Je parlais du mot vocation. Je parlais du mot... On peut même ajouter implication, don de soi, que vous avez comme qualité. Comment on en vient à s'impliquer comme ça, à se destiner à une clientèle qui est un petit peu plus, justement, peut-être différente. Je veux dire le mot différent, mais je le dis avec affection, parce que ça prend vraiment un dépassement de soi. C'est parmi les qualités, j'imagine, indéniables que vous devez avoir et qu'on doit avoir pour ce genre de poste-là. Tout
En fait, ça prend beaucoup de patience, effectivement, mais je vous dirais que les côtoyer, c'est moi qui grandis en les côtoyant. Je vous dirais que d'avoir la chance de voir que malgré leurs difficultés, ils persévèrent, que malgré qu'il y a des embûches qui sont encore là, qui ont le sourire, qui veulent continuer, je me dis que ça peut juste faire en sorte que nous, on doit donner notre 100% et encore plus parce qu'on n'a pas de raison de ne pas s'investir, de ne pas s'impliquer. Puis je vous dirais que c'est des jeunes que ça part du cœur, puis de voir dans leurs yeux qu'on peut faire une différence, les côtoyer nous rend juste meilleurs. Moi, je pense que je suis une meilleure personne depuis que je travaille avec eux. Puis j'aime la clientèle, j'aime cette clientèle-là parce que je trouve que c'est une clientèle authentique puis sincère. Ouais, puis votre grande réussite, est-ce que vous avez un cas d'un élève qui vous vient en tête de par votre soutien? Il est arrivé à de grandes choses, il est heureux, il est bien? Bien, on a des jeunes, par exemple, qui voulaient aller dans le milieu canin et puis qui ont commencé dans des stages, par exemple, je vous dirais, mettons, dans des chenilles. Et puis après ça, ils ont été faire un cours de toilettage et pour finalement travailler dans des pharmaceutiques à s'occuper des animaux. Wow. Plus concrètement, avec l'espace MC2, on a des jeunes qui passent par chez nous, qui apprennent la caisse, qui apprennent à cuisiner, qui vont avoir accès à des emplois, que ce soit comme être cuisinier ou encore dans des milieux plus, je vous dirais, un peu café-service, céramique, des choses comme ça. Donc, le fait d'être mis en contexte de travail puis d'avoir rebâti leur confiance en eux, c'est sûr et certain. Sinon, c'était des jeunes, malheureusement, c'est triste à dire, mais qui étaient voués à s'en aller un petit peu attendre à la maison, que le temps passe. Ouais. Donc, de savoir qu'on les garde actifs, je vous dirais que pour eux, pour leur famille, pour la société, c'est gagnant. Tout à fait. Et je me permets aussi de bifurquer vers, parce que vous êtes dans le domaine de l'éducation, vous côtoyez des collègues, vous tâtez le pouls, vous savez comment ça se passe actuellement avec les classes bulles, avec tout ce qu'on vit comme chambardement avec la pandémie. Et justement, comment ça va pour vous? Comment c'est? Est-ce que ce qu'on se fait dire par le gouvernement, par le ministre M. Roberge de l'Éducation, c'est réellement ce que vous avez sur le terrain comme réalité? Bien, en fait, j'ai envie de vous dire qu'à la base, je suis avec une équipe exceptionnelle, très stable, donc ça l'aide. Je vous dirais que les équipes qui sont pas aussi stables doivent avoir beaucoup de difficultés. Les jeunes profs, ça doit être difficile, mais oui, ça se passe bien dans le sens où je pense que, tu sais, être enseignant, c'est une vocation, puis c'est une profession. On est professionnel, ça se passe bien parce que tout le monde met beaucoup d'énergie. Mais malheureusement, oui, il y a des gens à bout de souffle. Et je vous dirais qu'en adaptation scolaire versus le régulier, c'est très différent aussi. Hein? On parle en adaptation scolaire, je ne veux pas me prononcer pour tout le monde, mais il y a un manque de services versus le régulier. Bien, il y a beaucoup d'adaptation, c'est difficile. Je pense que, tu sais, les profs sont tous... les profs et tous les professionnels qui gravitent autour d'eux font de leur maximum, mais les gens sont essoufflés, effectivement. Ouais. Les gens sont essoufflés. Et on parle beaucoup par les temps qui courent, de sacrifier une génération parce que, justement, on a de la misère un petit peu à conjuguer l'école à la maison, l'école aussi en termes entre les murs d'une institution scolaire. Également, on dit que, on essaie de les garder à l'école le plus longtemps possible, mais c'est difficile avec les éclosions dans différentes écoles primaires, secondaires. On dit que ça va peut-être augmenter également, c'est des études, c'est des échos que j'ai du monde de l'éducation, qu'on va peut-être augmenter malheureusement le taux de décrochage, mais en même temps, justement, c'est un peu cette clientèle-là que vous avez au sein de votre projet. Donc, est-ce qu'en même temps, vous avez une espèce d'appréhension aussi que ça pourrait faire augmenter le taux de décrochage et de gens, justement, de jeunes qui se cherchent, avoir les impacts aussi de niveau d'anxiété qui augmente? En fait, je ne me prononcerai pas sur tout parce que, comme je vous dis, moi, je suis plus dans l'adaptation scolaire, mais c'est sûr qu'on est très inquiet. Il y a une inquiétude. Les jeunes, on leur demande beaucoup d'adaptation. On demande beaucoup d'adaptation à tous les gens qui œuvrent de près ou de loin dans l'enseignement. L'incertitude, j'ai envie de vous dire que c'est l'incertitude. On ne sait jamais du jour au lendemain, est-ce qu'une classe est fermée, est-ce qu'une classe est ouverte. Je pense que tout le monde fait de son mieux, au meilleur de ce qu'on sait. Est-ce qu'on est inquiet? C'est sûr. Ouais. C'est sûr que les gens sont inquiets parce que, comme vous dites, est-ce que le décrochage va augmenter? C'est sûr et certain que c'est pas fait pour tout le monde, l'école en ligne. Alors, c'est beaucoup de questions sans réponse. Je vous dirais qu'on est beaucoup sans réponse. J'ai envie de vous répondre ça. Okay. Je sais pas si ça vous aide, mais
c'est pas mal là-dedans qu'on est. Bien, je vais vous souhaiter qu'il y ait des réponses rapidement qui vous soient, et des solutions qui vous soient données, pas seulement par la fin de la pandémie, mais également de par les différentes ressources gouvernementales. Et je vous souhaite bon courage et bravo pour votre implication. C'est vraiment, vous faites une différence. Merci. Merci. Ben, j'ai envie de vous dire que je suis dans une école très, très, très extraordinaire avec des collègues extraordinaires. Puis, ben, je souhaite juste qu'on soit mis à contribution pour trouver des solutions. Madame Corbin, merci beaucoup de nous avoir parlé. Merci. Au revoir. Le cinéma, les séries télé n'ont jamais été aussi bien vulgarisées que par cet invité. Je suis, pour une autre saison, convié avec cet homme incroyable. Nicolas Vincent-Poirier, salut, merci d'être là. Salut Alex, merci pour cette belle introduction. Ah, que des éloges, mon cher. Merci. Tu mériterais un Oscar dans les façons de vulgariser dans les critiques télé. Pour vrai, j'adore ça quand tu me parles de cinéma. Merci beaucoup. Tu es très sexy quand tu me parles de cinéma, Merci d'ailleurs. beaucoup. Je tenais à te le dire. Hey, trêve de plaisanterie. On est là pour parler de la série Goliath qui est sur Amazon Prime. Et initie-moi, parce que pour vrai, je ne connais pas en fait cette série-là, Goliath. OK. Goliath, c'est une série qui se passe dans le milieu des avocats et la vedette, c'est Billy Bob Thornton. Et dans le fond, contrairement à ce qu'on a l'habitude de voir dans des séries où on suit le milieu des avocats, ou celui-là, ce qui est différent, c'est que le personnage que Billy Bob Thornton interprète, il est cassé. Il a déjà été au top. Il avait une grosse firme d'avocats avec un partenaire et finalement, on l'a poussé un peu et lui, il se ramasse, c'est un alcoolique, il fume, c'est un fumeur de cigarettes en chaîne. Et on voit que c'est comme s'il voulait mourir d'une certaine façon et finalement, il va commencer à revivre. Comme une rédemption. C'est ça, grâce à une opportunité. T'sais, il vit dans un motel, il se ramasse au bar en face du motel tous les soirs et là, tout à coup, une avocate va aller le voir pour lui dire « Écoute, j'aurais besoin d'aide parce qu'on se rappelle toujours ce personnage-là qui avait sa réputation, il garde sa bonne réputation. » Alors, elle lui explique que son voisin, son mari, il est mort dans des circonstances étranges. Et ça a un lien avec une firme d'armement qui est justement le plus gros client de l'ancienne firme de l'avocat déchu. OK. Donc, est-ce qu'il y a comme une source de vengeance à travers ça? Oui, parce que le méchant de l'histoire, interprété par William Hurt, lui, c'est le méchant associé qui l'a poussé. Okay. Et là... Qui l'a arnaqué, ou presque, qui l'a... J'embarquerai pas Okay. dans les détails, mais c'est ça. Ça fait que c'est une rivalité entre ces deux personnages-là qui sont totalement à l'opposé. Et aussi, l'ex du personnage, interprété par Maria Bello, qui est excellente aussi dans son rôle, elle est justement une très haut placée dans cette firme-là. Ouais. Donc, est-ce que ça surpasse le travail de Billy Bob Thornton avec Fargo, par exemple? Est-ce que ces dernières années, il a fait quand même participer à plusieurs projets, dont la série télé Fargo, là? Oui. Est-ce que ça surpasse ça? Par rapport à lui, son talent d'acteur, oui, parce que c'est lui le personnage principal. Fargo, c'était un personnage secondaire, mais l'histoire est tellement bien développée. Et il y a 3 saisons et chacune des saisons s'en va dans une direction totalement différente. Et David Kelly, celui qui a créé cette série-là, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à la base, c'est un ancien avocat qui s'est recyclé. Okay. Dans donc, la télé. La véracité les termes juridiques, l'univers est réel et on y croit, là, on y adhère. Oui, tout à fait. Et c'est pas sa première fois qu'il fait ça. Boston Public, Boston Justice, The Practice, Ali McBeal, c'est tout lui qui a créé ça. Et une anecdote amusante, le bar que le personnage de Billy Bob Thornton se tient toujours, ce bar-là existe vraiment. Okay, donc... Et David Kelly a décidé de l'intégrer dans l'histoire. Pourquoi? C'est parce que c'est là qu'il a rencontré sa femme, Michelle Pfeiffer. Michelle Pfeiffer? Oui. OK, ni plus ni moins quand même. Puis la distribution est incroyable. Tu as nommé des noms, là, mais je regardais aussi justement au lexique, là, puis c'est assez impeccable la distribution qu'il y a, surtout quand tu parles juste de Billy Bob Thornton. C'est assez... Mais tu sais, une distribution comme ça,
Combien tu penses que ça peut coûter une émission comme ça? C'est Plusieurs millions de dollars, en tout cas. C'est environ, cette série-là, 10 millions de dollars par épisode. Ça fait une saison, c'est environ 80 millions. On n'a pas le même budget ici pour nos productions et surtout dans un plus court laps de temps qu'elles se font quand on tourne au Québec. Mais justement, là, on disait que c'était sur Amazon Prime. Et je t'amène sur ce sentier-là parce que là, en période de pandémie, les gens ne peuvent plus aller au cinéma. En tout cas, du moins ici dans le Grand Laval, on est en zone rouge, les salles sont fermées au moment où on se parle. Donc, notre façon de consommer les films, les séries télé se fait devant notre téléviseur, devant notre ordinateur, nos appareils intelligents, se font sur des plateformes. Donc, des Netflix, pour ne pas les nommer, des Amazon Prime, Tout.tv peut-être pour ceux qui sont des adeptes de séries télé québécoises, Crave aussi, qui est une autre plateforme très connue. Il y a Disney aussi qui a sa propre plateforme. Comment en arriver à choisir la bonne plateforme selon nos intérêts? Parce que, veux pas, moi, je suis, comme toi, je suis adepte de plein de séries télé. Moi, je suis abonné à Netflix, je suis abonné à Illico, je suis abonné à Tout.tv, je suis abonné au câble traditionnel. Je paye facilement 100 $ par mois juste pour consommer de la série ou des films. Et je sais que c'est pas tout le monde qui a ce budget-là et qui peut se le permettre. Alors, comment on en arrive à choisir la bonne plateforme pour nos intérêts à nous, selon toi? Bien, premièrement, c'est que on dirait que les distributeurs, maintenant, commencent tous à penser, bon, bien, on va faire notre propre plateforme de streaming avec nos films. Bon, Disney l'a fait. Donc, en bout de ligne, ça va être basé sur le contenu original. Ouais. C'est sûr qu'on prend Netflix, qui a une bonne longueur d'avance. Ils font du contenu original pour à peu près tout type de public. Amazon, c'est vraiment les principaux rivaux de Netflix. Eux, ils n'ont pas autant de contenu original, mais ça commence lentement. C'est sûr que Disney, bon, on connaît ce que Disney peut offrir. Et maintenant, avec Star Wars, Mulan, qui était supposé aller au cinéma et que finalement, bon, s'est ramassé en streaming directement, on s'en va de plus en plus vers ça. Et c'est vraiment basé sur quel type de contenu on préfère le plus. Et d'ailleurs, par rapport aux films, bon, on le sait, bon, les cinémas sont arrêtés, les sorties des gros films sont repoussées. Et maintenant, l'idée que plusieurs blockbusters vont se ramasser en streaming, c'est bien pour les plateformes de streaming, mais en même temps, c'est jamais bien de dépenser autant d'argent pour un type de contenu. J'ai un exemple, un blockbuster, c'est 200-250 millions de dollars de budget. À produire. Netflix, leur plus gros film, on parle de peut-être 100 millions. 250 millions, il faut que ça rapporte en salle aussi. Donc, le modèle d'affaires va devoir changer. Et oui, parce qu'il est à perte actuellement. Oui. Et c'est pour ça aussi que, par exemple, Mulan, comme tu as nommé, je pense qu'il coûtait comme 35 $ à louer, là, 35 ou 40 $ à louer. Donc, le prix d'à peu près deux billets pour le cinéma. Donc, c'est pour ça aussi que le prix était aussi élevé. Puis ça permet de mieux comprendre pourquoi on a chargé aussi cher, parce que nécessairement, on le faisait même en le vendant à 35 $, en le louant, par exemple, pour le lien qu'on envoyait aux gens pour 35 $, c'était à perte pour les producteurs. Oui, tout à fait. Mais en même temps, c'est mieux de récupérer de l'argent maintenant plutôt que d'éterniser ça. Oui. Et puis, qui sait quand est-ce que le film va sortir. Et maintenant, les films, il y a des films qui étaient censés sortir maintenant qui sont repoussés jusqu'en 2022. Donc, Oui. Puis en même temps, de façon pour vivre l'expérience de ces films-là, qui souvent sont faits avec, on le sait, la technologie. Pour vivre un James Bond, il faut que tu le vives au cinéma. On le sait, la qualité du son, de l'image. Avec un film d'action comme James Bond, ça prend les salles de cinéma pour vivre l'expérience. Un grand merci de nous avoir parlé. Merci beaucoup. Merci, Alex. Salutations à tous. C'est un grand plaisir aujourd'hui d'accueillir une dame très talentueuse, une artiste formidable. Alors, Christine Campeau, bienvenue. Bonjour. Christine Campeau, lorsqu'on est talentueuse comme ça, c'est pas un talent qu'on découvre comme ça, c'est un talent qu'on a travaillé. Ça fait longtemps que vous faites de la peinture? Ça fait plus de 15 ans. 15 ans déjà? 15 ans. Et vous avez commencé à l'âge de 5 ans, quoi? Non, j'ai 52 quand même. Ah, c'est bien. Mais tout jeune, est-ce que vous étiez porté? Quand même, oui. Je viens d'une famille où mon père est musicien.
Et puis les arts ont fait partie de ma vie tout le temps. Et puis, étant jeune, je l'ai su tout de suite que les arts, j'étais attirée vers les arts. Oui? Oui. Qu'est-ce que vous faisiez surtout, étant jeune? Le dessin. Le dessin, hein? Oui, ça a toujours été au niveau des arts visuels, dans mon cas. Comment vous êtes arrivé à faire des grands formats de peinture comme ça? Bien, pour moi, le geste est plus facile dans les grands formats que les petits formats. Quoique j'en fais de toutes les grandeurs. Mais j'ai un fait, puis en étant en galerie, les grands formats sont plus privilégiés, sont plus demandés. Donc, ça fait mon bonheur, puis l'affaire des autres. On dit que les petites peintures vont dans les petites maisons et les grandes peintures vont dans les grands musées. Ah non, moi, je vise pas le musée comme tel. C'est un monde à part. Le genre de peinture que vous faites, vous l'interprétez comme quel genre? Bien, on dit que c'est contemporain, semi-abstrait. On dit semi-abstrait parce qu'on peut reconnaître des formes qui est près de la réalité, comme mes personnages. Puis c'est fait de façon contemporaine, avec un aspect moderne. Vous êtes autodidacte? Oui. C'est bien. Est-ce que vous avez certaines influences, par exemple? Est-ce que vous avez travaillé avec d'autres peintres? Travailler, non, mais j'ai toujours été très curieuse. Il y a des artistes peintres qui m'ont influencée, comme Riopelle. Il y a présentement un artiste que j'aime beaucoup au Québec, qui est René de Rouen, que j'aime beaucoup. Dominique Besnard, qui est un peintre aussi reconnu à l'international. Fait que c'est certain qu'on s'inspire toujours des gens qu'on trouve leur travail formidable. Fait que c'est à peu près ça. Les recherches personnelles, la curiosité, connaître ce qui se passe, ce qui se fait un peu, ce qui s'est fait autrefois, puis ce qui se fait encore aujourd'hui. Quel médium que vous travaillez? Je travaille l'acrylique. L'acrylique? Oui. J'ai lu que vous aviez travaillé aussi le plâtre. Vous avez fait un petit peu... Je travaille toujours avec de la structure de plâtre ou de pâte, qu'on dit. Là. Comme je mets toujours de la structure, je peux mettre aussi du relief. Il y a toutes sortes de médiums qu'on peut mettre avant notre toile, on peut la préparer. Des fois, je travaille sur de l'aluminium, le bois ou le canevas. C'est vraiment... Le support est variable. Là. Je vois que vous avez utilisé aussi l'époxy. Oui. J'ai fait beaucoup d'époxy. Un petit peu moins facile. c'est ainsi. Ah ben, c'est une question de technique, de pratique. C'est rare ceux qui réussissent l'époxy. Je vois que vous réussissez très bien. Bien, merci beaucoup pour le compliment. Vous êtes bonne. Bien, merci. Ah, vous saviez ça. Quand vous faites une peinture, qu'est-ce qui vous inspire? Bien, moi, je suis une artiste qui s'inspire beaucoup de mon énergie, je dirais, mon vécu, ce que je vis au moment présent. Fait que je puise beaucoup à l'intérieur de moi, je dirais. Puis c'est vraiment cette énergie-là qui me conduit à aller mettre mes émotions sur un tableau. T'sais. J'ai la technique, j'ai le sujet qui sont les personnages, mais chaque jour, je pourrais faire un tableau différent chaque jour parce que chaque jour, c'est différent de ce que je peux vivre. Puis donc, l'interprétation va être différente à chaque jour. Ça va faire des tableaux uniques à chaque jour. C'est à peu près comme ça que je Quels sont les sujets que vous préférez? Le personnage, l'humain. Le personnage, oui. Oui. Oui, définitivement, l'humain me fascine dans la vie, oui. Vous demeurez à Auteuil? Oui. Vous êtes une belle Lavalloise ici. Oui. Alors, est-ce que vous faites partie de certaines activités, certains clubs lavallois? Plus maintenant, parce que maintenant, je me concentre vraiment avec la galerie, le Luxor, et puis je veux avoir un lien intime avec la galerie, puis je me concentre vraiment toutes ces énergies avec ce lien-là, cette relation-là avec le galeriste, M. Bourget, qui a 2 galeries dans le Vieux-Montréal, le Bourget et le Luxor. Moi, mes œuvres sont à la galerie Le Luxor, 66 rue Saint-Paul. C'est dans le Vieux-Montréal? Oui, dans le 106 rue Saint-Paul? 66 rue Saint-Paul. Mais les gens peuvent communiquer aussi avec vous. Oui, moi, j'ai un site Internet, Facebook. C'est un beau site qui est bien fait à part de ça. Bien, merci. C'est tout moi qui fais ça aussi. C'est vous qui faites ça, vous êtes habile? Oui, quand même. Vous êtes pleine de qualité. Alors, vous êtes une dame très dévouée. Vous faites partie du système de la santé? Eh oui. Vous êtes... Je suis préposée aux bénéficiaires puis monitrice en loisirs en CHSLD. Formidable. Ici à Laval? Oui, à Idola Saint-Jean. Est-ce que vos peintures traduisent un peu
votre aspect communautaire? Est-ce que vous voulez faire au niveau de la communauté, votre dévouement communautaire? Bien, disons qu'au CHSLD, j'apporte un peu mon talent, en fait, avec les résidents. Fait que des résidents avec qui je peux faire des petits projets de peinture ou de musique. Fait que je suis la personne un peu dédiée pour faire ça avec eux. Fait que c'est bien. Moi, ça me satisfait. Puis ça comble beaucoup de besoins pour moi, là, humanitaires, là, tu sais. J'ai l'impression d'être utile, tu sais, de pas juste faire de l'art pour de l'art. Il y a un côté utile à transmettre, en fait, que l'art fait du bien, tu sais. On va inviter les gens qui veulent communiquer avec vous de communiquer sur Facebook. Vous avez un beau Campo site. Artiste. C-A-M-P-O. C-A-M-P-O Artiste ou www.campoartiste.com qui est mon site Internet où vous pouvez avoir toutes les informations et plus de détails sur le côté artistique de ma personne. Ouais. Madame Christine, vous êtes pas mal bonne. Alors, je suis très heureux de vous avoir accueilli. Bien, merci. Et puis, on va vous aider. J'espère que les gens vont communiquer avec vous prochainement. Bien, merci beaucoup de votre invitation. Ça m'a fait plaisir. Bonne journée à vous. Je vous remercie d'avoir été là. On se dit à très bientôt et ne ratez pas tous les dimanches notre bingo 3500 $ à gagner ce dimanche. Évidemment, tout ça à TV Laval. Je vous dis à très bientôt.